Nous nous penchons sur un chapitre poignant de l'histoire de la peine capitale, le cas de Doyle Lee Ham. Il s'agit de Doyle Lee Ham, un condamné à mort américain de l'Alabama, reconnu coupable du meurtre de Patrick Cunningham en 1987 lors d'un cambriolage. Doyle Ham a vu son exécution programmée interrompue à la dernière minute. Son exécution, initialement prévue malgré ses veines endommagées par les traitements anticancéreux, a été confrontée à de nombreuses difficultés qui ont finalement conduit à son annulation. L'annulation de l'exécution a été principalement attribuée à deux facteurs clés: les contraintes de temps et la difficulté de trouver une veine appropriée pour l'injection létale. On a émis l'hypothèse que l'équipe médicale aurait eu du mal à localiser une veine viable, ce qui a encore aggravé la situation. Cette question a soulevé des doutes importants quant à la faisabilité de l'exécution par voie intraveineuse standard, compte tenu de l'état de santé de Ham et de la fragilité de ses veines. Au cours de la conférence de presse, des questions ont été posées aux fonctionnaires impliqués dans l'exécution afin de comprendre ce qui s'était passé. Cependant, il s'est avéré difficile d'obtenir des réponses claires, car la situation comportait des aspects médicaux et procéduraux complexes. L'une des questions qui s'est posée était de savoir si les difficultés rencontrées lors de cette exécution étaient révélatrices d'un problème structurel qui pourrait persister lors de futures tentatives. Cette question touchait au problème plus général de savoir si le protocole d'exécution en vigueur en Alabama était à la hauteur de la tâche, en particulier lorsqu'il s'agit de cas médicaux complexes comme celui de Ham. En réponse, le représentant de l'administration pénitentiaire a exprimé sa confiance inébranlable dans la capacité de son personnel à exécuter le protocole tel qu'il a été rédigé. Il a souligné le professionnalisme et le dévouement de son équipe en insistant sur son engagement à s'acquitter de ses responsabilités. Toutefois, le représentant n'a pas abordé la question d'éventuels changements de politique ou de l'orientation future du processus d'exécution. J'ai maintenu un contact très étroit avec le personnel du gouverneur tout au long du processus de ces exécutions. Mais à cette question spécifique, non, nous n'en avons pas discuté. Notre principale préoccupation en ce qui concerne le ministère est de savoir si vous êtes prêts. Les détails de l'exécution ont également été passés au crible, en référence à la stipulation du tribunal selon laquelle seules les veines situées en dessous des genoux devaient être accessibles. Si l'administration pénitentiaire a indiqué qu'elle s'était conformée à cette stipulation, les raisons précises de l'échec de l'exécution n'ont pas été révélées. À la lumière de ces développements, l'annulation de l'exécution a soulevé des questions plus générales sur la peine de mort, en particulier dans le cas de détenus en phase terminale comme Doyle Ham. Les militants avaient mené une campagne acharnée pour obtenir l'arrêt de l'exécution de Doyle Ham, en mettant l'accent sur la détérioration de son état de santé dû à un cancer de la lymphe. Ils ont fait valoir que l'exécution d'un homme en phase terminale serait inhumaine, invoquant la condamnation internationale et appelant à l'intervention des Nations Unies. Au milieu des débats juridiques et éthiques entourant le cas de Doyle Ham, le procureur général a défendu la position de l'État. Il a souligné que la pétition demandant l'arrêt de l'exécution omettait des détails cruciaux sur le crime de Doyle Ham, un meurtre brutal commis en 1987. Le procureur général a insisté sur la gravité du crime, en soulignant l'impact sur la famille de la victime et le verdict du tribunal, qui a déterminé que la peine de mort était la sanction appropriée. Ce qui me convainc le plus, ce ne sont pas les mots de cette pétition, mais plutôt ce qu'elle ne dit pas, parce qu'elle ne dit pas les circonstances du crime. Il s'agit à peine d'un vol et d'un meurtre, et elle ne vous donne aucune idée de la victime et des conséquences de cet acte odieux pour la famille de la victime. Tragiquement, la vie de Doyle Lee Ham a pris une autre tournure, puisqu'il est décédé en prison des suites de complications liées à un cancer le 28 novembre 2021, à l'âge de 64 ans. Pour entrer dans les méandres d'une affaire complexe, nous nous intéressons maintenant à Richard Eugene Glossip, né le 9 février 1963 et actuellement incarcéré dans le couloir de la mort du pénitencier de l'État de l'Oklahoma. Il s'agit de Richard Eugene Glossip, né le 9 février 1963, un détenu américain qui attend son sort dans le couloir de la mort du pénitencier de l'État d'Oklahoma. Il a été condamné pour avoir orchestré le meurtre atroce de Barry Ventries en 1997. Tout le monde m'a demandé quand j'avais vu Barry pour la dernière fois. 7h30 la veille, c'est exactement ce que j'ai dit à Nemo. Ils ont décidé que je faisais des déclarations contradictoires. Je n'ai jamais dit que je l'avais vu ce matin-là. Et j'ai toujours dit, depuis le premier jour, que c'était à 7h30 la veille. Dans l'affaire complexe et chargée d'émotions de Richard Glossip, la Cour suprême des États-Unis est intervenue pour suspendre son exécution, accordant un sursis temporaire à ceux qui auraient pu être ses derniers instants. Glossip, qui a passé 26 ans dans le couloir de la mort, a été confronté 9 fois au sinistre spectre de l'exécution, ce qui a soulevé de profondes questions quant à sa culpabilité et à l'intégrité du système judiciaire.
La vie de Glossip a été une succession ininterrompue d'espoir et de désespoir, avec 3 derniers repas et 2 enquêtes indépendantes qui ont jeté le doute sur sa condamnation. L'ancien gérant de motel, âgé de 60 ans, a été condamné à mort pour avoir prétendument commandité le meurtre de son patron, Barry Vantrease, en 1997. Je pense que vous connaissez la question par laquelle je dois commencer. Avez-vous quelque chose à voir avec le meurtre de Barry Vantrease? Je ne l'ai pas fait. Le parcours de Glossip a pris un tournant inattendu lors d'une dernière visite avec sa femme, Léa, lorsqu'ils ont appris que la Cour suprême avait suspendu l'exécution. Leur joie était palpable, et ils se sont serrés l'un contre l'autre dans un moment de soulagement. La détermination de Glossip à poursuivre le combat pour la justice est inébranlable, comme il l'a exprimé lors d'un appel téléphonique après la décision. Cette suspension temporaire restera en place jusqu'à ce que la Cour suprême examine le bien-fondé de l'affaire Glossip, qui dépend de multiples demandes d'examen formels. L'espoir est que sa vie soit épargnée, ce qui lui permettrait, ainsi qu'à sa femme, de construire une vie commune, en dehors des limites du pénitencier de l'État de l'Oklahoma. Le sort de Glossip a attiré l'attention d'un groupe diversifié de sympathisants, allant de Kim Kardashian et du Dr Phil McGraw au procureur général de l'Oklahoma, Gentner Drummond, et à 62 législateurs bipartisans de l'État. Tous estiment que l'absence de preuves concluantes soulève d'importantes questions quant à la culpabilité de Glossip et à l'équité de son procès. Ces gens devraient avoir honte. Ils devraient être arrêtés. C'est injuste. Je veux dire que c'est une affaire dans laquelle l'équipe de l'accusation a littéralement essayé de cacher tout ce qu'elle a fait. Glossip garde espoir, réfléchissant aux défis de la vie derrière les barreaux et à ses rêves de découvrir le monde au-delà des murs de la prison. Soit je laisse cela me consumer, soit je fais la paix avec et j'essaie de vivre du mieux que je peux avec ce qu'il me reste de vie. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'ai une peur bleue. Ne vous méprenez pas. Je ne veux pas qu'on pense que je prends ça à la légère ou quoi que ce soit d'autre. Ces avocats ont également exprimé des inquiétudes quant aux aspects procéduraux de l'audience de clémence, suggérant qu'une commission de libération conditionnelle incomplète violait la Constitution de l'Oklahoma. Mais ils sont reconnaissants pour le sursis à l'exécution. Nous sommes ravis que le tribunal ait accordé le sursis à l'exécution. C'est quelque chose que nous demandions depuis longtemps. Nous savons que Richard Glossip est innocent. Au milieu de tout cela, Glossip se concentre sur sa femme, Léa, et sur la liste de choses qu'ils espèrent accomplir ensemble. Le message simple qu'il adresse à tous est puissant. Saisissez le moment présent, car aucun d'entre nous n'est promis à un lendemain. Nous nous penchons ensuite sur l'histoire remarquable et poignante de Willie Francis, dont la rencontre avec la mort a pris une tournure étonnante et inattendue. Il s'agit de Willie Francis, un jeune Afro-Américain qui s'est retrouvé au cœur d'un chapitre glaçant de l'histoire américaine. Willie n'était qu'un adolescent de 16 ans lorsque l'État de Louisiane l'a condamné pour le meurtre d'Andrew Thomas. En 1944, un incident glaçant s'est déroulé à Saint-Martinville, en Louisiane, lorsqu'un pharmacien local, Andrew Thomas, a connu une fin tragique, abattu de sang-froid. L'affaire a plongé la communauté dans le désarroi et a été entourée de mystères pendant 9 mois. Puis, en août 1945, une nouvelle piste est apparue. Les autorités texanes ont appréhendé un homme nommé Willie Francis, soupçonné de trafic de stupéfiants. Les raisons de son arrestation laissent perplexe. Il portait une mallette et avait un bégaiement prononcé. Les policiers ont affirmé que Francis avait le portefeuille de Thomas dans sa poche, bien qu'il n'ait pas produit de preuves substantielles à l'appui de cette affirmation au cours du procès. Dans un premier temps, Francis a cité plusieurs personnes en relation avec le meurtre, mais les autorités ont rejeté ces allégations. Par un coup du sort, au cours d'un interrogatoire musclé, Francis a avoué le meurtre, déclarant de manière énigmatique « C'était un secret entre lui et moi ». C'est une déclaration qui déconcerte encore aujourd'hui. Il convient de noter qu'aucun avocat n'était présent lors de ce moment décisif. L'auteur Gilbert King, dans son livre The Execution of Willie Francis, 2008, fait allusion aux rumeurs qui circulent à Sainte-Martinville au sujet d'abus sexuels potentiels impliquant l'adolescent et le pharmacien. Les premiers aveux de Francis affirmaient qu'il avait volé l'arme du crime à Auguste Fuselier, un shérif de Saint-Martinville, qui avait, à un moment donné, menacé Thomas de façon inquiétante. Cependant, un tournant décisif s'est produit lorsque l'arme et les balles retrouvées sur la scène du crime et sur le corps sans vie de Thomas ont inexplicablement disparu des pièces à conviction de la police juste avant le début du procès. Dans une tournure perplexe, Francis a plaidé non coupable, bien qu'il ait présenté 2 aveux écrits distincts. De nombreux partisans de Francis ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu être contraint de faire ses aveux. Au cours du procès, l'équipe de défense désignée par le tribunal n'a soulevé aucune objection, n'a présenté aucun témoin et n'a organisé aucune défense.
Elle n'a pas remis en question l'authenticité des aveux de Francis, même s'il n'était pas représenté par un avocat lorsqu'il les a faits. 2 jours après le début du procès, Francis est confronté à un sombre verdict. 12 jurés blancs, ainsi que le président du tribunal, l'ont déclaré coupable de meurtre et l'ont condamné à la peine de mort, bien que Francis n'ait eu que 15 ans au moment des faits. Les événements qui ont suivi sont tout simplement stupéfiants. Le 3 mai 1946, Francis a miraculeusement survécu à une tentative d'exécution sur la chaise électrique. Des témoins ont raconté avoir entendu ses cris d'agonie derrière la cagoule en cuir, alors que la décharge électrique supposée fatale traversait son corps. « Enlevez-la! Enlevez-la! Laissez-moi respirer !» s'écrie-t-il. La chaise électrique portative, surnommée Gruesome Gertie, avait été mal installée par un gardien de prison en état d'ébriété et un détenu du célèbre pénitencier d'État de Louisiane à Angola. Le shérif E.L. Resweber dira plus tard « Ce garçon a vraiment reçu un choc lorsqu'ils ont mis cette machine en marche. » À la suite de cette exécution bâclée, l'avocat Bertrand Deblanc entre en scène. Il estime que soumettre Francis à une nouvelle série d'exécutions constitue un châtiment injuste et cruel, interdit par la Constitution. Il est intéressant de noter que Deblanc avait été un ami proche d'Andrew Thomas. Sa décision de s'occuper du cas de Francis suscite un mélange d'émotions dans la petite ville qu'Agen. Deblanc n'a pas hésité à relever un formidable défi. Il a porté l'affaire de Francis jusqu'à la Cour suprême, citant une litanie de violations de ses droits au titre des 5e, 8e et 14e amendements. Il s'agit notamment d'atteinte à l'égalité de protection, à la double incrimination et à l'interdiction des peines cruelles et inhabituelles. La plus haute juridiction du pays a toutefois rejeté l'appel. Sans se laisser décourager, Deblanc a poursuivi son combat pour faire annuler la condamnation pour meurtre de Francis, en découvrant de nouvelles preuves et en exposant de profondes failles dans le processus du procès. Étonnamment, Francis, la figure centrale de ce drame captivant, a décidé de ne pas tenir un second procès, persuadant Deblanc d'abandonner ses efforts peu de temps avant la prochaine exécution prévue. Le 9 mai 1947, Willie Francis est renvoyé sur la chaise électrique. Dans un moment poignant, il a confié au journaliste Elliot Chase, quelques jours avant son exécution, qu'il était prêt à rencontrer son créateur avec son pantalon du dimanche et son cœur du dimanche. À 12h10, heure centrale, Willie Francis est déclaré mort sur le fauteuil, marquant la triste fin d'un chapitre obsédant de l'histoire judiciaire américaine. Nous nous penchons sur l'histoire de Rommel Broom, un condamné à mort américain qui a été confronté au spectre féroce de l'exécution pour un crime odieux. Il s'agit de Rommel Broom, un condamné à mort américain dont l'histoire poignante a commencé par une condamnation pour le meurtre, l'enlèvement et le viol de Trina Middleton, une jeune fille de 14 ans. La sinistre saga de Broom a commencé lorsqu'il a été reconnu coupable des crimes odieux d'enlèvement, de viol et de meurtre. Sa victime, une jeune fille de 14 ans, a connu une fin tragique dans les rues de Cleveland. En 2009, l'État de l'Ohio a tenté pour la première fois de procéder à l'exécution de Broom. Cependant, cette tentative a été marquée par un spectacle épouvantable qui a vu la machine de mort faiblir. Après 2 heures d'un calvaire épouvantable, les médecins se sont efforcés en vain de trouver une veine appropriée pour l'injection létale. C'est le cauchemar d'un bourreau qui s'est déroulé dans la réalité. L'ancien gouverneur de l'Ohio, Ted Strickland, a pris la décision fatidique d'interrompre l'exécution, jetant ainsi une ombre sur l'événement macabre. Cette suspension a été l'étincelle qui a déclenché la conflagration juridique qui brûle encore aujourd'hui. Broom affirme avoir enduré la torture d'avoir été piqué avec des aiguilles 18 fois au cours de cette tentative d'exécution. Le résultat ? Des cris d'angoisse et une question obsédante. L'État peut-il tenter à nouveau de faire subir à un homme un tel supplice ? Le champ de bataille de la salle d'audience a été le creuset de cette bataille juridique permanente. Les défenseurs de Broom ont rassemblé de formidables arguments contre la perspective d'une seconde exécution. Ils affirment qu'une telle entreprise équivaudrait à une peine cruelle et inhabituelle, une violation des principes qui sous-tendent une société juste. Ils affirment également qu'il s'agirait d'une double incrimination, un concept juridique très ancien qui repose sur l'idée que personne ne doit être jugé 2 fois pour le même crime. Mais de l'autre côté de l'allée, les procureurs ont adopté une position inébranlable. Ils affirment que la double incrimination ne s'applique pas dans ce cas. Pourquoi ? Parce que, selon eux, la première exécution n'a jamais vraiment commencé. Les drogues létales, la concoction sinistre qui devait entraîner la mort, n'ont jamais coulé dans les veines de Broom. Il s'agissait d'une tentative qui a été tragiquement interrompue avant que le rideau final ne tombe sur sa vie. Au terme d'un duel juridique controversé, la Cour suprême de l'Ohio s'est finalement prononcée sur la question. Par 4 voix contre 3, elle a rendu un verdict qui a fait frémir plus d'un. La majorité des juges s'est rangée du côté des procureurs, soutenant que la vie de M. Broom n'a jamais été véritablement menacée lors de cette première exécution ratée.
Ils ont fait valoir que l'État restait fidèle à son engagement d'exécuter les personnes de manière constitutionnelle et humaine. Fait poignant, M. Broome lui-même n'est pas resté silencieux dans la tempête judiciaire qui l'entoure. Dans un message adressé à NBC News, il a déclaré « J'ai toujours clamé mon innocence dans cette affaire et cela fait des années que je demande de nouveaux tests ADN. Quant à l'avenir, il reste entouré d'incertitudes. L'Ohio n'a pas encore fixé de date définitive pour l'exécution de Broome, et les efforts de l'État pour se procurer les médicaments nécessaires à l'injection létale se sont heurtés à leurs propres difficultés. Nous nous penchons sur une autre affaire qui fait des vagues dans le monde de la peine capitale, celle de Kenneth Eugene Smith, un homme de 58 ans qui a passé des années dans le couloir de la mort et qui est sur le point de graver son nom dans les livres d'histoire en tant que premier détenu à connaître son destin en inhalant de l'azote pur. Il s'agit de Kenneth Smith, qui se retrouve au centre d'une évolution révolutionnaire dans le monde des méthodes d'exécution. Il est condamné pour le meurtre effrayant de la femme d'un prédicateur en 1988. En octobre 2002, une photographie a capturé un moment qui allait bientôt hanter le système de justice pénale de l'Alabama. L'image montrait le visage de Kenneth Smith, un homme qui deviendrait l'un des 2 seuls Américains vivants à raconter l'épreuve atroce que représente le fait d'avoir survécu à une exécution. La rencontre de Smith avec une injection létale ratée en novembre l'avait plongé dans un univers de douleur si intense que ses avocats soutenaient qu'il s'agissait d'une torture. « Nous avons obtenu un accès veineux sur le condamné, Hugh. Nous sommes allés à le protocole d'une ligne centrale. Nous n'avons pas été en mesure de avoir le temps de compléter cela. Nous avons donc annulé l'exécution. » 9 mois plus tard, Kenneth Smith est sur le point d'être confronté à une nouvelle distinction, une distinction qu'il n'avait jamais demandée. L'Alabama, avec son acharnement à appliquer la peine de mort, cherchait à faire de lui un sujet de test, un cobaye dans la plus sombre des expériences. La méthode qu'ils ont choisie, l'azote gazeux, n'avait jamais été utilisée auparavant dans les exécutions judiciaires. Même les vétérinaires la considéraient comme impropre à l'euthanasie des animaux, la jugeant inhumaine. Dans un geste audacieux, l'Alabama a annoncé son ambition d'être le premier État américain à soumettre un prisonnier à la mort par gaz azoté. Le procureur général a demandé à la Cour suprême de l'État d'approuver la fixation d'une nouvelle date d'exécution pour Smith en recourant à ce système qui n'a pas encore fait ses preuves. Cette méthode, appelée hypoxie azotée, repose sur le remplacement de l'oxygène respiré par de l'azote. En quelques minutes, cet échange réduit les niveaux d'oxygène dans le cerveau et les organes vitaux à des niveaux mortellement bas, aboutissant à la mort par suffocation. Les experts en matière de peine capitale ont décrié cette expérience humaine, mettant en doute l'éthique d'une telle approche. Le choix de Kenneth Smith comme candidat inaugural pour cette technique non éprouvée, surtout moins d'1 an après son expérience poignante d'une exécution ratée, a suscité des inquiétudes quant à la violation des garanties constitutionnelles contre les châtiments cruels et inhabituels. Smith, aujourd'hui âgé de 58 ans, avait été condamné pour le meurtre d'Elizabeth Sennett en 1988. Il avait reçu la maigre somme de $1000 de la part du mari de Sennett, un pasteur désespéré croulant sous les dettes qui cherchait à profiter de l'indemnité d'assurance. Au cours de son procès, le jury avait voté à une écrasante majorité, 11 contre 1, en faveur de la condamnation de Smith à la prison à vie. Cependant, le président du tribunal a annulé leur décision et a condamné Smith au couloir de la mort. En cette sinistre année 2022, M. Smith faisait partie des 3 condamnés à mort de l'Alabama qui ont subi des procédures d'injection létale catastrophiques. Les fonctionnaires ont passé des heures angoissantes à tenter en vain d'établir une ligne intraveineuse pour administrer les drogues mortelles. Maya Foa, codirectrice exécutive de Reprieve, une association de défense des droits de l'homme, a condamné l'approche de l'Alabama, estimant qu'elle s'apparentait à de la torture. Elle a souligné que l'État avait déjà soumis Kenneth Smith à une expérience traumatisante, une épreuve qui a consisté à l'immobiliser et à le piquer à plusieurs reprises avec des aiguilles pendant plus d'1 heure lors d'une vaine tentative d'exécution. Madame Foa a qualifié leur décision d'essayer une méthode d'exécution non testée d'étonnamment imprudente et cruelle. Joël Zivo, professeur d'anesthésiologie et expert en injection létale, a qualifié le terme hypoxie azotée d'impropre. Il a affirmé qu'il s'agissait d'un concept fabriqué de toutes pièces, dépourvu de validité médicale. M. Zivo estime que l'intention de l'Alabama était de normaliser une méthode qui n'a pas fait ses preuves, en faisant croire au public qu'elle était approuvée par la médecine. Il a souligné que les exécutions à l'azote n'avaient fait l'objet d'aucune recherche éthique. En fait, l'Alabama ne sait pas exactement si l'azote peut mettre fin à une vie sans causer de souffrances cruelles et inhabituelles, ce qui constitue une violation des droits constitutionnels des détenus. Bien que l'azote ait été approuvé comme méthode d'exécution dans 3 États, à savoir l'Alabama, le Mississippi et l'Oklahoma, son utilisation est apparue comme une alternative aux injections létales en 2015.
À l'époque, l'Oklahoma, comme de nombreux États appliquant la peine de mort, était confronté à l'indisponibilité des médicaments nécessaires en raison d'un boycott pharmaceutique international. De manière surprenante, l'American Veterinary Medical Association, qui représente 100 000 vétérinaires aux États-Unis, a rejeté l'hypoxie azotée pour la plupart des mammifères, la jugeant pénible. Kenneth Smith n'est pas le seul détenu dans le couloir de la mort à attendre son exécution. Selon le Centre d'information sur la peine de mort, l'Alabama compte plus de 160 détenus dans ce couloir. Ensuite, nous passons au cas d'Alan Miller, un homme de 35 ans dont la plaidoirie d'innocence pour cause de maladie ou de déficience mentale avait occupé le devant de la scène dans l'affaire de la mort tragique par balle de ses collègues. Il s'agit d'Alan Miller, accusé des meurtres de sang-froid de ses collègues, Lee Holbrooks, 32 ans, et Scott Yancey, 28 ans, et de la mort par balle de Terry Jarvis, 39 ans. Pour ces faits, Alan Miller a été condamné à la peine capitale. Fin novembre 2022, l'Alabama s'est retrouvé sous les feux de la rampe, opérant un changement significatif dans son approche de la peine capitale. Le point central de ce changement était Alan Miller, un condamné à mort dont l'exécution avait pris une tournure plutôt tumultueuse. L'État avait initialement prévu d'administrer l'injection létale le 22 septembre 2022, mais cette tentative a échoué en raison d'un échec cuisant, l'impossibilité d'établir une ligne d'intraveineuse fonctionnelle. À la suite de cette exécution ratée, les autorités de l'Alabama ont pris une décision cruciale. Elles ne tenteraient pas une deuxième fois d'exécuter Alan Miller par injection létale. Au lieu de cela, si elles devaient chercher à l'exécuter à l'avenir, elles s'aventureraient en terrain inconnu en recourant à l'hypoxie azotée, une méthode qui n'avait jamais été utilisée pour une exécution sur le sol américain. Le spectacle entourant Alan Miller n'était pas un incident isolé. Dans les mois qui ont suivi la tentative d'exécution malheureuse de Miller, l'Alabama s'est lancé dans une nouvelle aventure de la peine capitale, cette fois avec Kenneth Smith comme condamné. Il convient de noter que l'Alabama a autorisé l'utilisation de l'azote gazeux comme méthode d'exécution alternative en 2018. Il est intéressant de noter qu'avant que l'État n'entreprenne d'exécuter Alan Miller, ce dernier avait affirmé qu'il avait choisi l'hypoxie à l'azote comme méthode d'exécution préférée. Cependant, un rebondissement s'est produit lorsqu'il a été révélé que l'administration pénitentiaire de l'Alabama avait en quelque sorte égaré son formulaire de désignation. Cette erreur administrative allait avoir des conséquences considérables. Au cours de l'escarmouche juridique qui a précédé l'exécution prévue de M. Miller, les procureurs de l'État ont suggéré que l'ADOC opte plutôt pour le gaz létal. Mais lorsque la Cour fédérale de district a lancé un ultimatum ferme exigeant que l'État se déclare prêt à procéder à l'hypoxie azotée, l'ADOC a révélé son incapacité à le faire. Ce fut un moment d'incertitude et de confusion indéniable. Le 19 septembre 2022, la Cour de district est intervenue, émettant une injonction préliminaire qui interdisait à l'Alabama d'exécuter Miller par toute méthode autre que l'hypoxie à l'azote. Cette décision a provoqué une onde de choc dans le système juridique. Une formation divisée de la Cour d'appel des États-Unis pour le 11e circuit a ensuite confirmé cette injonction, ce qui a intensifié les querelles juridiques. L'heure tourne et la Cour suprême des États-Unis est chargée de prendre la décision finale. Dans une tournure dramatique, la Cour suprême des États-Unis a rendu un arrêt très serré, 5-4, annulant l'injonction. L'Alabama ne disposait donc que de 2h30 pour procéder à l'exécution avant l'expiration du mandat. L'exécution a commencé, mais elle a rapidement tourné au cauchemar, l'équipe chargée de l'exécution ayant lutté pendant plus de 80 minutes pour insérer un cathéter et ayant dû percer le corps de Miller avec une aiguille à environ 18 reprises. Cette épreuve atroce a atteint son point de rupture lorsque le commissaire de l'ADOC, John Hamm, a demandé avec angoisse l'arrêt de l'exécution. À la suite de ce spectacle, les avocats de M. Miller ont agi rapidement, obtenant une ordonnance d'un tribunal fédéral exigeant la préservation des preuves de la tentative d'exécution ratée. Moins de 2 semaines plus tard, le bureau du procureur général de l'Alabama a cherché à fixer une nouvelle date d'exécution pour Miller en déposant une requête accélérée à cet effet. En réponse, l'équipe juridique de M. Miller a déposé une requête auprès d'un tribunal fédéral afin d'empêcher l'Alabama de procéder à une nouvelle tentative d'exécution par injection létale. Le juge de district américain R. Austin Huffaker Jr. s'est finalement prononcé sur la question, approuvant un accord de règlement le 29 novembre. Cet accord établissait une stipulation essentielle. Toute nouvelle tentative d'exécution d'Alan Miller ferait exclusivement appel à l'hypoxie azotée. Il s'agit d'un tournant dans la saga de la peine capitale en Alabama, qui marque le passage à une méthode non testée qui avait suscité son lot de scepticisme. Alan Miller occupe désormais une place unique dans les annales de l'histoire des exécutions en Alabama.
Il rejoint un petit groupe de personnes qui ont survécu à des tentatives d'exécution dans cet État. La question qui reste posée est de savoir si l'Alabama va poursuivre son projet d'exécution d'Alan Miller en utilisant l'hypoxie azotée.